Radio Ibo, d'une école de rigueur à la fabrication de monstres médiatiques, ou dit Thomas Fatra. Il fut un temps où Radio Ibo représentait une exception, une radio à part, une radio classique, presque aristocratique dans sa manière de faire, sans arrogance mais avec exigence. Une radio qui ne ressemblait à aucune autre, une radio qui imposait le respect, non par le bruit, mais par le niveau. Créée en Haïti le 1er avril 1997, sous la présidence de René Préval, par une équipe dynamique comprenant Iwol Jean-François, Marie-Laurent Jossin-Lassègue et d'autres professionnels, Radio Ibo s'était installée à Canapé Vert, avant que le séisme ne vienne détruire ses locaux, la forçant à se relocaliser à Delma 49. Mais ce n'est pas seulement un bâtiment qui s'est effondré ce jour-là. Ce qui allait se fissurer lentement au fil des années, c'était aussi une certaine idée de la radio, l'équilibre, l'éthique et la dignité du micro. La 98.5 FM n'était ni une radio de droite, ni une radio de gauche, en dépit de profonds rapports avec le pouvoir Lavalas, de Jean-Bertrand Aristide à René Préval notamment. Elle était borderline au sens noble, à la frontière entre le populaire et le classique, entre la proximité et la rigueur, entre la langue du peuple et l'élégance des mots. On y parlait créole, oui, mais quand on y parlait français, c'était un français de haute tenue, un français rare sur les ondes haïtiennes, un français travaillé, assumé, parfois impressionnant. Surtout, les journalistes respectaient le public, ils respectaient les invités, ils respectaient les personnes absentes. Ils respectaient le pays, même lorsqu'ils le critiquaient. Radio Ibo fut longtemps une école, et des noms ont marqué cette époque. Oumel Pierre, Pierre Jean-Paul, Oswald Jean-François et tant d'autres. Sans oublier Marie-Raphaël Pierre, encore présente dans la cuisine, témoin vivant de cette période où Ibo n'était pas un simple média, mais une référence. D'ailleurs, à date, elle reste la directrice de la salle des nouvelles, même quand elle a oublié son passage à la faculté des sciences humaines en commettant la grave faute de s'asseoir à côté de Woody Thomas Fatra comme numéro 2 d'une émission matinale à caractère sociopolitique. Puis, quelque chose s'est produit. Pas brutalement, pas en une seule émission, mais progressivement. Au cours des 7 dernières années, et particulièrement en fin de mandat du président Jovenel Moïse, et surtout après son assassinat, Radio Ibo a glissé vers une zone trouble, celle où l'opinion cesse d'être un exercice d'analyse pour devenir un spectacle de démolition. Un virage s'est imposé. Le micro n'a plus servi à informer ou éclairer, mais à salir, diviser, humilier, inventer. On a vu se banaliser la rumeur déguisée en vérité, l'insulte déguisée en analyse, la calomnie déguisée en liberté d'expression, l'attaque personnelle, la diffamation, le harcèlement psychologique comme stratégie de popularité. C'est dans ce contexte qu'un nom s'est imposé. Woody Thomas Fatra. Woody Thomas Fatra, selon ce que beaucoup constatent aujourd'hui, n'est pas seulement un animateur controversé. Il est devenu un symbole d'une toxicité extrêmement rare. Celui d'une parole médiatique sans frein, sans profondeur et sans culture politique. Un homme venu de nulle part, soi-disant journaliste sportif sans formation sociale et politique solide, totalement étranger aux grandes périodes d'engagement et de bataille politique en Haïti, mais propulsé par Iwol Jean-François et Marie-Raphaël Pierre dans l'espace public comme directeur d'opinion. Et que fait-il de ce pouvoir? Il attaque la dignité des gens, il ment sur des personnes, il invente des histoires, il diffuse des insinuations, il pratique la violence verbale comme une méthode, il transforme la radio en ring, en marché public et se croit tout puissant. La popularité devient alors une monnaie. Plus on choque, plus on humilie, plus on existe. Et c'est ainsi qu'une partie du public, épuisée, en colère, frustrée par la situation du pays, finit par consommer ce poison comme un simple divertissement, comme un canal musical de Mark Anderson Breger sur Caraïbes. Mais en réalité, l'essentiel n'est pas Woody Thomas Fatra lui-même. Le cœur du problème est ailleurs. La vraie question, qui a rendu cela possible? Car Woody Thomas Fatra n'est pas tombé du ciel. Il a été placé, soutenu, exposé, normalisé. Et c'est ici que la question devient lourde, presque historique. Iwol Jean-François et Marie-Raphaël Pierre savaient-ils réellement qui était Woody Thomas Fatra? Savaient-ils ce qu'il représentait? Savait-il le danger qu'il portait pour la parole publique?
Ou bien ont-ils fermé les yeux? Ont-ils choisi le silence de façon intéressée au bénéfice du crime? Ont-ils fait semblant de ne pas voir, de ne pas entendre, de ne pas comprendre? Dans un pays comme Haïti, le micro n'est pas un jouet. C'est une norme. Une norme qui peut soigner, mais aussi tuer symboliquement. Une norme qui peut rassembler, mais aussi déclencher des lynchages médiatiques. Une norme qui peut éduquer, mais aussi fabriquer des foules manipulées. Et lorsqu'une radio classique comme Ibo légitime une parole de caniveau, ce n'est plus seulement un problème de contenu, c'est un problème de responsabilité morale. L'humiliation de Marie-Raphaël, la chute finale, a été un scandale récent autour d'elle. Humiliée, diffamée, tournée en dérision, entraînée dans une spirale où l'on accepte l'inacceptable, n'est pas un simple incident. Il ressemble à une conclusion logique. Lorsque la médiocrité prend le pouvoir, elle finit toujours par détruire même ceux et celles qui l'ont nourri. Oudi Thomas Fatra aurait, selon les récits, donné la monnaie à Marie-Raphaël Pierre. Un geste symbolique d'un mépris total, d'une domination arrogante, d'une humiliation rendue publique. Et que s'est-il passé ensuite? L'émission s'effondre, le cadre radio se brise, Oudi Thomas Fatra récupère la formule et l'emporte ailleurs sur les réseaux sociaux. Même discours, même violence, même posture. Il se croit roi. Il se présente comme tout-puissant, l'alpha et l'oméga. Il distribue insultes et sentences comme si le pays lui appartenait. Il combat, soi-disant un groupe de gangs vivent ensemble, et se crée le sien du 109. Ce que Radio Ibo a accouché, est-il le modèle qu'il rêvait pour Haïti? C'est ici que le texte devient politique. Parce que ce phénomène n'est pas seulement médiatique, il est social, il est culturel, il est moral. Il raconte l'Haïti d'aujourd'hui, un pays où l'on fabrique des leaders sans école, des influenceurs sans culture, des tribunaux sans justice, des vedettes sans conscience. Et la question brutale se pose, est-ce ce modèle-là que Roel Jean-François et Marie-Raphaël Pierre voulaient pour Haïti? Est-ce cette parole-là que Radio Ibo voulait installer dans la société? Est-ce ce type de voyous médiatique et de déchets toxiques que l'on préparait consciemment ou non? À l'époque de Pays Loc, des manipulations, des fantômes politiques, des radicalités irresponsables qui ont contribué à conduire le pays là où il est. Il faut oser le dire, Haïti ne s'est pas effondré uniquement à cause des gangs vivant ensemble. Haïti s'est effondré parce que des institutions, y compris des médias, ont laissé mourir l'intelligence publique. Peut-on dormir tranquille après avoir lâché un tel poison dans la société? Je le dis avec nuance. Beaucoup de personnes continuent de respecter Roel Jean-François et Marie-Raphaël Pierre. Moi aussi. Mais le respect n'efface pas la question. Peut-on se dire innocent lorsque l'on a contribué à mettre un tel personnage au centre? Peut-on prétendre ne pas voir lorsque l'on connaît la force destructrice d'un micro? Peut-on rester silencieux lorsque la société est empoisonnée par une parole fabriquée et amplifiée par votre propre maison? Le vrai drame de Radio Ibo, ce n'est pas qu'elle ait perdu un studio à canapé vert. Le vrai drame, c'est qu'elle ait perdu sa mission, élever le débat, former l'opinion et surtout défendre la dignité. Aujourd'hui, derrière l'image respectable d'une radio historique, il reste une tâche, celle d'avoir volontairement ou par faiblesse accouché d'un monstre médiatique ou dit Thomas Fatra. Et ce monstre désormais n'appartient plus à Ibo. Il appartient à la rue numérique, mais son acte de naissance, lui, porte une signature. Et quand finalement Roel Jean-François prendra conscience qu'il est enfin temps d'arrêter de traîner ses arrières dans les couloirs numériques de Woody Thomas Fatra, pendant que Marie-Raphaël Pierre, au moins, fait l'effort de s'abstenir pour la morale de l'histoire. Dr Harrison Ernest, ancien directeur général de la Radio-Télévision nationale d'Haïti, analyse des questions de gouvernance, de médias publics, de politique institutionnelle, analyse politique et commentateur sur les questions de sécurité et d'identité de la diaspora haïtienne, présentateur de l'émission Tribunal du Soir, médecin, psychiatre, communicateur social et juriste.